Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Le soleil tape sur nos peaux encore blanches, nos téléphones cessent un peu de nous alerter et réclament un peu d'ombre, les activités changent, ce sont les vacances. Le temps de l'oisiveté, de la lecture paisible, des jeux d'eau, quand il en reste, et comme un corollaire, les marques désertent les médias persuadés que les Françaises et les Français, nous, ne consommons plus rien que des boissons fraîches et de l'amour. Et pourtant, cessons-nous de regarder des vidéos sur Internet, cessons-nous de lire la presse, de regarder la télé ou écouter la radio, cachons-nous nos yeux à la vue de la moindre affiche publicitaire ? Eh bien, c'est précisément pour invalider ou confirmer ces certitudes de doigts mouillés que nous avons conduit Values Media et Dailymotion Advertising, une super étude sur la consommation média des Françaises et des Français pendant l'été. Pour tout savoir de ces résultats, j'accueille Hélène Deriac, responsable des études et du planning stratégique de Values Media. Salut Hélène. Salut Jérôme. Et Nikhil Jain, directeur Insight et Data Solution de Dailymotion Advertising. Salut Nikhil. Bonjour Jérôme. Ma première question pour toi Hélène, avant de parler des Françaises et des Français en vacances, il s'agit de savoir si nous allons bel et bien partir en vacances cette année et comprendre ce qu'il se passe cet été. Oui, Jérôme, bonne question. La bonne nouvelle, c'est qu'une majorité des Français vont partir en vacances cet été. On est à peu près à 62% selon une étude OpinionWay qui a été menée au courant de ce printemps. La destination privilégiée, ce serait Montréal. Et pourquoi cette petite anecdote? C'est chouette parce que c'est vrai qu'après 2 ans où on était pas mal... dans cette ambiance un peu Covid, on n'avait pas forcément envie de partir loin, ça pouvait rester un peu compliqué. Et là, ça montre qu'on a aussi un peu besoin d'évasion. Je sais qu'il y a des pays aussi très éloignés qui sont un peu rentrés dans le top 10 des destinations, donc ça, c'est assez intéressant. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même en contexte inflationniste et forcément ça peut impacter les vacances, nos choix, le fait de partir ou pas. Et donc en toile de fond, on a quand même 67% des Français, soit 17 points de plus que l'année dernière, qui en fait disent que tout simplement l'inflation a un impact sur leurs vacances. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que côté budget, finalement, ça n'a pas trop d'incidence et que en fait, les Français vont dépenser plus a priori que l'année dernière. Mais c'est intéressant quand on parle de sonder l'été et nos activités parce qu'une majorité part, mais il y a quand même du coup presque 40% qui ne partent pas en vacances et qui potentiellement va tout simplement vivre comme le reste de l'année. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée, que vous avez eu l'idée de mener une étude sur la consommation média des Françaises et des Français pendant l'été. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser, tout le monde est en vacances, tout le monde est ailleurs, tout le monde change de comportement. Il y a aussi ceux qui ne changent pas qui partent pas en vacances, qui prennent des vacances sans partir. Raconte-nous un peu la genèse de cette étude, Hélène. Comme tu l'as dit en introduction, quand on pense vacances, souvent on pense pause, éloignement, on s'imagine un peu sur une plage déserte tout seul. Mais en fait, est-ce que ça, c'est encore vraiment possible aujourd'hui? Est-ce qu'on est à ce point déconnecté? Est-ce qu'on n'a pas encore besoin on voit notamment peut-être dans les voitures, les GPS, pour beaucoup de personnes, c'est le téléphone. Est-ce qu'on est si déconnecté que ça pendant les vacances? Et c'est justement cette question qu'on a voulu se poser parce que on le sait, souvent en publicité, hormis certains secteurs qui ont une saisonnalité particulière et qui communiquent l'été, il y en a beaucoup qui désinvestissent cette période et c'est ce qu'on appelle une période creuse. Et en fait, on s'est demandé, est-ce que cette période creuse, elle a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire tout intérêt à communiquer? Mais avant de partir sur ce terrain-là, on a vraiment voulu tout simplement vérifier un peu ce mythe de la déconnexion pendant les vacances d'été et voir si les Français étaient si déconnectés que ça ou pas des médias et donc potentiellement de la publicité. Pour ça, du coup, on a interrogé Dailymotion parce qu'on sait qu'ils ont une super offre études chez eux, donc on a pu monter quelque chose très rapidement, avoir de la donnée très fraîche. Donc on a interrogé 1434 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus via un sondage en fait in vidéo sur l'écosystème Dailymotion Advertising, et on les a interrogés autour de 2 sujets clés.
Le premier, c'était justement leurs habitudes de consommation média pendant les vacances d'été spécifiquement. Et en fait, la deuxième partie de l'étude était plutôt sur l'impact que en fait tout ça avait sur l'attention portée aux messages publicitaires pendant l'été, du coup. Et donc, on les a interrogés entre le 22 juin et le 4 juillet. Donc, comme je le disais, c'est vraiment tout frais. Génial. Bon, à toi, Nikhil. Dis-nous, vas-y, on veut commencer à avoir des chiffres maintenant. Dis-nous, est-ce que les Françaises et les Français ont l'intention de se déconnecter cet été? Oui, c'est une bonne question et c'est à la cour de notre étude. Selon notre étude, on a identifié que 2 Français sur 3 resteront connectés pendant la période des vacances. C'est une tendance qui est beaucoup plus observée parmi les jeunes, où le chiffre s'augmente à 75%. Si on regarde un peu dans le détail de qu'est-ce que les Français ils vont faire comme activité, les médias qu'ils vont utiliser, on voit la première média qui ressort, c'est la lecture, c'est-à-dire les livres, les e-books et aussi les magazines. La dernière position, c'est attribuée aux réseaux sociaux, qui va être utilisé uniquement par 13% des Français. Dans le milieu, on voit les contenus autour des divertissements, notamment les plateformes vidéo on demand et des vidéos en ligne. Enfin, les radios et télé sont toujours importantes avec un part de marché de 28%. Enfin, pour vraiment comprendre la notion de connexion, c'est aussi important de regarder la fréquence de connexion. Quand on regarde les médias qui seront beaucoup plus utilisés, on voit que c'est la télévision, les vidéos en ligne et les livres qui seront utilisés au minimum plusieurs fois par semaine. Par contre, l'utilisation des restes des médias, ça reste faible. Est-ce qu'on observe des différences en termes de contenu recherché et consommé en fonction des tranches d'âge cette fois? Est-ce que voilà, il y a des différences générationnelles? On sait qu'il peut en exister, hein, la consommation des médias n'est pas exactement la même selon les tranches d'âge. Voilà, est-ce que l'été dans cette période et selon notre étude, est-ce qu'il y a des différences qui vont être observées? Oui, cette question, ça arrive plusieurs fois quand les marques nous demandent aussi et c'est quelque chose qui forme la base d'advertising. On voit ici, sans surprise, que si on regarde les jeunes Français, donc les âges 18-34, ils préfèrent les médias numériques. En effet, la tendance est de regarder des séries sur les plateformes vidéo en ligne et aussi vidéo on demand, les plateformes VOD. Ils sont intéressés vraiment autour du contenu de divertissement qui inclut les séries, les films et aussi les jeux vidéo. Enfin, une chose unique qu'on observe dans les jeunes Français, c'est qu'ils voulaient rester en contact avec leurs content creators préférés. C'est-à-dire, ils vont suivre au quotidien le contenu fait par leur chaîne ou leurs creators. Si on regarde la tranche d'âge la plus âgée, donc les gens plus de 55 ans, on voit un Français sur 2 de cette tranche d'âge. Ils sont intéressés par juste la lecture de différents trucs et comprendre plus autour des choses qui passent soit dans le monde global ou dans le monde local. Le contenu qu'ils vont lire sont associés avec des actualités, le contenu intellectuel et aussi des actualités sportives. Le dernier point, c'est autour des actualités sportives parce que c'est quelque chose que dans les moments dehors d'été sont beaucoup plus vus par les gens qui sont des tranches d'âge 35-54 ans. Par contre, c'est cette génération-là qui va réduire leur consommation de contenu sportif par deux. Ça sera divisé par deux pour cette génération. Donc, il y a vraiment une tendance multigénérationnelle. Il y a des différents touchpoints ou les différents canaux dans lesquels on va trouver les différentes générations de Français. C'est intéressant ce que tu dis sur les content creators, donc on pourrait dire les influenceurs finalement. Voilà, on coupe pas son lien avec ses amis virtuels préférés. C'est rigolo. Hélène, quelle conclusion on peut tirer de ces premiers chiffres sur l'intention de se connecter et aussi les différentes consommations en fonction des tranches d'âge? C'est vraiment des résultats hyper intéressants déjà parce que ça nous confirme que finalement les Français seront pas du tout aussi déconnectés qu'on l'imagine. La consommation média elle est pas du tout à l'arrêt, au contraire. Et puis en fait on voit aussi qu'il y a vraiment des différences entre les générations et ça c'est hyper intéressant à exploiter. Il y a aussi des convergences là encore qu'on peut exploiter selon les sujets. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait je pense que
hyper important que le marché prenne conscience en fait que on reste profondément connecté et que même certains médias aujourd'hui font partie intégrante du fait de se sentir en vacances. Et quand on voit que la lecture arrive en premier, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que pour beaucoup de Français, la lecture, c'est un luxe qu'on ne s'offre que pendant les vacances d'été. Parce qu'on n'a pas le temps en fait le reste de l'année et que d'ailleurs c'est un média souvent on le sait qui est associé au fait de se poser, d'être un peu dans sa bulle et je trouve que d'avoir conscience que c'est un luxe pour plein de gens qui arrivent une fois par an où on prend son magazine, on prend son e-book, en fait ça nous montre aussi que les individus consacrent ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur temps à cette activité et c'est à nous de bien exploiter aussi ce temps-là et de savoir comment ne pas le gâcher et en fait vraiment interagir avec eux de la meilleure manière qui soit. Donc je trouve que c'est hyper intéressant sur ces points-là. Oui, parce que quand on dit lecture, e-book, etc., donc il y a effectivement le côté e-book, très bien, il n'y a pas de publicité dans les e-books, mais c'est aussi, comme tu le disais, les magazines, la presse, c'est là où on charge un peu les bagages avec plein de magazines qu'on lit pas forcément le reste de l'année ou qu'on lit de façon plus irrégulière, effectivement, donc c'est pour ça qu'on l'a intégré à cette étude. S'il ne devait rester qu'un seul média, quel serait le média phare des vacances? Et là aussi, est-ce qu'il y a des différences entre les générations, Hélène? Et justement, on vient d'en parler du coup, désolé, mais c'est encore une fois la lecture, le vrai média phare, puisqu'on voit qu'à 41%, en fait, c'est l'activité privilégiée par toutes les générations. On a quand même une petite affinité supplémentaire sur les 55 ans et plus, certes, donc notamment peut-être tirée par les magazines, ou voilà, on sait que c'est une cible potentiellement qui en consomme plus, ou peut-être aussi la lecture. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir aussi, parce qu'on parle de connexion, déconnexion, que les réseaux sociaux finalement arrivent quand même en dernier dans les activités et que la lecture reprenne sa place. Donc voilà, ça veut dire aussi qu'il y a des comportements en fait tout simplement qui évoluent avec nous au fil des années et que même si on est dans un monde de plus en plus connecté, les vacances, on a envie de se déconnecter mais sans forcément l'être totalement et donc c'est intéressant que ce soit la lecture qui prenne toute sa place. Et puis c'est un média qui nous dit deux choses, déjà que c'est le média le plus intergénérationnel de l'été, quelles que soient les cibles, mais aussi que c'est un média qui est extrêmement protéiforme et qui peut aussi bien s'agir, comme on le disait, de livres, de e-books, de magazines et peut-être encore d'autres choses. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra creuser aussi à l'avenir dans cette étude, mais moi je trouve que ça donne un peu du baume au cœur de voir que ce soit la lecture qui revienne. Bon, allez, parlons maintenant de l'attention publicitaire, Hélène. Explique-nous de quoi il s'agit exactement quand on parle d'attention publicitaire. C'est d'ailleurs une question qui a été très présente lors des derniers Cannes Lions. Il y a beaucoup de médias qui s'interrogent sur cette question. Ça fait vraiment partie de la discussion en ce moment dans notre secteur. Voilà, allez, remets-nous un peu j'allais dire l'église au milieu du village, mais remets-nous les termes du débat. Et puis ensuite, Nikhil, tu nous raconteras un petit peu ce que dit l'étude à ce sujet. C'est vrai que l'attention publicitaire, on en entend extrêmement parler. On entend aussi parler d'attention au sens plus global, notamment dans le milieu scolaire, parce qu'on sait, par exemple, que les smartphones ont beaucoup affecté notre capacité d'attention. C'est marrant aussi parce qu'en fait, dans la nature, quand on y pense, c'est vraiment un phénomène immanent et que capter l'attention, c'est une vraie stratégie d'attraction. Par exemple, certains animaux qui vont faire la roue ou déployer leurs ailes pour attirer en fait l'attention de la femelle. Enfin bref, c'est assez marrant parce que c'est vraiment un stratagème qui est là et qui est bien à l'extérieur de notre milieu aussi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un peu devenu le nerf de la guerre, le nouveau KPI aussi dans notre secteur. Et il y a beaucoup d'agences, d'entreprises aussi qui se sont structurées pour justement nous permettre de mesurer cette précieuse attention. Et en fait, c'est particulièrement compliqué ce sujet parce que l'attention, elle dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de la disponibilité de l'individu déjà. À quel moment est-ce qu'il voit la publicité, à quel moment de sa journée, son environnement, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il se sent mal, est-ce qu'il va se sentir offensé, agressé parce que il passe une mauvaise journée ou pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y a aussi évidemment l'encombrement
publicitaire. Donc ce qu'on entend par là, c'est par exemple quand vous scrollez sur une page internet et qu'en fait vous êtes exposé à 25 publicités, laquelle va retenir potentiellement votre attention. Donc il y a aussi cette bataille-là. Et puis il y a aussi la publicité en elle-même. Comment elle est faite. On sait par exemple avec notamment des études neurologiques que les publicités qui favorisent l'agentivité, c'est-à-dire qui interpellent le consommateur, et en fait ça va plus retenir potentiellement leur attention parce que le cerveau aime être intégré dans une réflexion, une publicité, voilà, que ça l'interpelle. Donc il y a beaucoup de facteurs et on va voir comment tout ça se déploie avec toutes les offres qu'on a aujourd'hui pour justement mesurer tout ça. Bon, Nikhil, on a besoin de chiffres, on a besoin de comprendre. On a sondé les Françaises et les Français dans le cadre de cette étude sur l'attention publicitaire. Voilà, raconte-nous ce que disent les résultats. Bien sûr, mais avant de répondre directement à ton question, je suis totalement aligné avec Hélène dans la manière qu'on approche le sujet de l'attention publicitaire. C'est un vrai enjeu chez Dailymotion Advertising aussi. Et la chose qu'on a appris depuis les mois, c'est qu'on a besoin d'avoir une approche stratégique plutôt qu'en considération simple que c'est une KPI qu'on doit toucher. Étant donné la complexité de ce domaine, notre étude a essayé de comprendre quels sont les différents messages ou quelles sont les vraies motivations des Français qu'on peut attirer pendant cette période et comment on peut la transformer dans les différents messages publicitaires. Comme ça, les marques peuvent raisonner mieux avec les Français pendant cette période spécifique. Donc, le premier chiffre qu'on a constaté, c'est que 6 vacanciers sur 10 sont attentifs aux pubs et ils ne l'ignorent pas si on a réussi à capter leur attention. Plus précisément, ils seront beaucoup plus particulièrement attentifs à 3 grands thèmes de messages publicitaires. La première, c'est tous autour de le contexte économique, donc tous les bons plans de recherche, quelque chose qu'on peut trouver dans un discount, ça sera quelque chose qui va toujours attirer l'attention des gens français. La deuxième chose, c'est tous autour de l'anticipation, donc c'est-à-dire la préparation de la rentrée, et ils vont pas attendre jusqu'à le mois de septembre pour commencer à faire des trucs. S'ils trouvent quelque chose dans le bon moment, ils seront sûrs de la prendre à relais et aller plus loin pour terminer l'achat. La troisième truc qui est beaucoup plus intéressant, le troisième thème qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils toujours cherchent des idées pour améliorer leurs vacances, leur séjour. À la fois, ça peut être associé avec le contenu local dans la ville, dans le pays qu'ils visitent, ou même s'ils restent chez vous, ça peut être associé avec les différents magasins locaux ou même des activités qui sont faites pendant l'été. Donc voilà un peu les chiffres et ça quoi correspond. Ouais, c'est intéressant parce que il y a deux choses qui s'imposent qui s'opposent, entre l'aspect anticipation, hein, donc les opportunités, les bons plans, voilà, on anticipe, et le live, j'allais dire, c'est-à-dire c'est assez amusant les résultats de ces études qui montrent que on cherche pendant ses vacances à améliorer ses vacances. Oui, Hélène, t'as une réaction là-dessus? Ouais, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a plein de marques qui se mettent à communiquer à la rentrée, entre guillemets, pour la rentrée. Et en fait, un peu comme quand on est enfant, on sait que après il y a des familles différentes selon les tempéraments de chacun, mais globalement les gens aiment anticiper. Et je pense que anticiper, ça nous rassure aussi dans un monde où il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, on voit avec la recherche des bons plans ou préparer la rentrée que tout simplement les gens potentiellement ils ont besoin ou envie et ils ont de l'espace disponible pour accueillir toutes ces infos qui vont pouvoir les aider aussi. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et notamment sur certains sujets on pourrait totalement imaginer vouloir cibler des personnes anxieuses et leur proposer un contenu très zen qui les rassure et en même temps qui leur permet de préparer la rentrée. Enfin, il y a plein de trucs super à imaginer et voilà, je trouve que ces résultats-là aussi nous en disent beaucoup. N'attendons pas la rentrée pour parler de la rentrée. Nikhil, est-ce que certains médias captent mieux l'attention? Est-ce que notre étude nous raconte ça? Comme mentionné par Hélène, il y a plein de facteurs qui jouent en jeu quand on parle d'attention publicitaire. Si je dois résumer les facteurs mentionnés par Hélène,
on arrive à le contexte et la qualité des médias dans lesquels la personne a été exposée, si on exclut la partie créative pour le moment. Ici, si on regarde le contexte, on est plutôt dans un contexte de vacances. Sur cette année, on voit que ce contexte est beaucoup plus associé avec un temps de détente et aussi de divertissement, où les gens cherchent à se divertir et trouver des idées de différentes activités. Si on voit ce contexte, il y a différents médias qui sont particulièrement attirants. Ils sont les plateformes de vidéo à la demande, des plateformes de vidéo en ligne et aussi des réseaux sociaux pour des jeunes. On voit aussi qu'il y a une forte affinité de regarder le contenu autour sur la télévision et lire les livres. Par contre, le taux de gens qui vont porter moins d'attention sur les publicités sur ce contenu est significativement un peu haut. Bon, finalement, Hélène, au-delà de l'été, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces sujets d'attention? Encore une fois, on disait que c'était un sujet de débat en ce moment. C'est un sujet, voilà, tu disais, d'entreprises essaient de se positionner là-dessus, sur comment mesurer l'attention et tout. Bon, voilà, au-delà de l'été, quels vont être les grands enjeux sur les prochains mois, les prochaines années? Déjà, pour ce qui est de l'attention publicitaire, je pense que c'est bien de s'en saisir. C'est un nouvel outil, voilà, exploitons-le. On peut améliorer des choses, comprendre certains paramètres, donc ça, c'est super. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'il y a une grosse limite aussi à mesurer l'attention, ou en tout cas à ne se fixer que là-dessus. On peut pas baser simplement la réussite d'une campagne sur ce paramètre, tout simplement parce qu'un individu a sa vie et qu'on peut pas maîtriser tous ces paramètres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que le niveau d'attention d'une personne est biaisé par d'autres facteurs qu'on peut pas prendre en compte, et même dans les personnes qu'on invite à tester entre guillemets des publicités, il y a différentes mesures, mais je sais que parmi ces mesures-là, il y en a aussi où on fait venir des individus et on leur montre tout un tas de publicités sur un même laps de temps. Mais en fait, voilà, c'est comme quand on est en cours ou au travail. Au bout de quelques minutes, la tension baisse. Donc en fait, est-ce que la pub numéro 25, elle est pas par défaut déjà moins impactante que la première? Donc voilà, il y a déjà ces choses-là. Ce sera toujours un peu incomplet, mais c'est hyper intéressant. À mon avis, c'est une variable, en fait, tout simplement, qui doit nous aiguiller, voir ce qu'on peut améliorer ou pas. Mais ça doit surtout pas nous faire oublier d'être créatif, inventif, performant. Et en fait, l'attention, elle est pas non plus si déterminante que ça. Par exemple, je voulais juste parler de cette publicité-là parce qu'on parle de vacances. C'était en 2020, je crois. C'était Wigo, en fait, qui avait décidé de faire une campagne, et l'idée c'était de montrer leur prix en fait attractif et aussi le gain de temps par rapport à la voiture. Et donc en fait, ils ont utilisé l'arrière de plein de camions, donc sur les routes, et par exemple, ils avaient affiché des messages très simples du type message aux enfants: non, vous n'arrivez pas bientôt. Et en fait, après, ils affichaient juste en dessous le prix et le temps de tel trajet. Et c'était hyper malin parce que déjà, en fait, les enfants demandent tout le temps quand est-ce qu'on arrive aux parents. Donc déjà, il y a ce jeu de réponse pour autant que l'enfant sache lire, ou en tout cas, le parent va se reconnaître dans cette question immédiatement. C'est très simple, c'est sur un fond bleu, on le voit bien. Et quand on est dans sa voiture et qu'on est dans des bouchons, et c'est arrivé parce qu'il y a des images de cette campagne où on voit des gros bouchons avec le gros camion et la campagne, et en fait, c'est juste brillant et hyper impactant. Et en fait, voilà, c'est malin. Et quand on est dans un bouchon, les gens, ils cherchent à se divertir un peu par tous les moyens. Et limite, le premier oiseau qui passe, ça devient intéressant. Donc, potentiellement, la publicité, on la voit. Et en fait, voilà, on pouvait pas prévoir qu'il allait avoir peut-être des bouchons et qu'à des moments, plus de personnes allaient la voir. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de prendre le risque et de faire un truc qui s'inscrit vraiment dans la vie des gens et qui est intéressant. Et pour ta deuxième question sur les sujets d'autres sujets l'année prochaine, moi je pense qu'on parle beaucoup de thématiques aussi comme l'empathie, etc. Et je pense que c'est des sujets qui vont perdurer, dont on entend parler, mais qui sont peut-être encore un peu en filigrane, soit parce qu'on les prend pas trop au sérieux, soit parce qu'on se dit que c'est pas le plus important. Il n'empêche que je pense que ça va beaucoup se renforcer, ou qu'en tout cas on va avoir beaucoup besoin de campagnes qui fassent appel à ces choses-là, tout ce qui va être la gentillesse, l'empathie, l'accompagnement, mieux cerner aussi, voilà, on parlait de tempérament anxieux, etc. Je pense que tout ce qui peut accompagner aussi la santé mentale, etc.,
ça va être vraiment intéressant, au-delà même des KPI un peu de base en publicité. Avant de perdre l'attention de nos auditeurs, Nikhil, quelle conclusion est-ce que tu peux tirer de cette étude sur l'opportunité de communiquer pendant cette période estivale? La première chose qu'on a faite, c'est que grâce à cette étude, on a réussi à identifier les différents personas des vacanciers qui seront toujours connectés. L'idée de créer un persona marketing, c'est pas un nouvel concept. L'idée de créer un persona marketing, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes dans le bon endroit avec les bons messages. Tout ça, ça commence avec la création des personas. Donc, la première persona qu'on voit, ce sont les personas les plus évidents. Ils sont les passionnés des séries et des abonnés vidéo, plutôt jeunes. Ils vont rester connectés régulièrement, seront attentifs aux messages qui concernent les bons plans et la planification de la rentrée. Si on regarde les plus grands segments, il y a deux plus grands segments ils sont tous en part de marché de 17%. Sont composés de gens qui ont plus de 35 ans. Ils sont différenciés par leur expectation pendant la vacance. Le premier segment, ils sont ouverts aux nouvelles découvertes pendant la vacance et aussi passionnés de l'actualité. La deuxième, c'est plutôt des gens qui voulaient apprendre les nouvelles choses, toujours plus de 35 ans, et ils voulaient savoir tout ce qui se passe autour d'eux. Ces deux personas se sont vraiment dédiés à les médias traditionnels parce que c'est où que leur attention et leur activité là, vont être beaucoup plus concentrées. Des autres petites cibles qu'on a identifiées, ils sont en fréquence de connexion moyenne, mais ils toujours cherchent à la fois les moyens pour améliorer leurs vacances ou les divertir de temps en temps. Comme j'ai mentionné, une fois on a identifié les personas, grâce à cette étude, on peut clairement identifier quels sont les meilleurs médias ou les canaux de diffusion pour les messages. Enfin, la création des personas, c'est pas la fin d'une étude, mais c'est un commencement de création d'une campagne publicitaire. Et donc, en ce moment, les annonceurs, ils doivent trouver les bons formats en utilisant toujours la créativité et l'innovation pour essayer de captiver l'attention de leurs utilisateurs. Il y a aussi une grande importance, notamment sur l'aspect digital, l'utilisation des formats, parce que plusieurs fois, un format réussit à raconter une histoire captivante que des autres médias n'ont pas réussi pas toujours. Enfin, moi, je suis un mec des chiffres, et donc pour moi, c'est toujours important pour assurer qu'on bien analyse la campagne. On optimise les performances en regardant l'identification des meilleurs objectifs de la marque. Et enfin, toujours faire des différentes études pour voir est-ce que la campagne a eu un impact sur la capitale de la marque et c'était quoi les raisons. Parce qu'enfin, c'est ça qui nous permet pour identifier la meilleure stratégie de communication pendant l'été ou le reste des périodes d'année. Même question pour toi, Hélène. S'il y avait un enseignement principal à cette première étude Values Media Dailymotion Advertising sur la consommation média des Françaises et des Français pendant l'été, ce serait quoi? C'est que vacances ne riment pas avec déconnexion. Les gens sont là, les gens ne partent pas tout l'été, certains ne partent pas. Donc c'est vraiment l'occasion de communiquer, peut-être communiquer différemment, même si la saisonnalité n'est pas forcément propice pour prendre la parole pour certaines marques. C'est peut-être justement l'occasion de prendre la parole sur d'autres sujets, avoir des campagnes peut-être plus innovantes. Donc à saisir, vraiment. Je dirais même un truc, je mets toujours des petits messages subliminaux pour ma paroisse comme ça sur le contenu et sur les partenariats médias. Et si c'était justement la bonne période pour faire des partenariats médias et communiquer différemment, hein, si je reprends un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Bon, et j'ajouterais évidemment en conclusion que la période est propice, on l'a vu, en termes d'émergence, d'attention et de consommation, mais aussi en termes de prix évidemment, hein, puisque les médias, leur régie, constatent une baisse des investissements, donc proposent des tarifs avantageux. Bon voilà, il n'y a plus de raison de pas foncer. Voilà, c'était le petit moment promo du podcast. Cette étude va revenir. On a décidé qu'elle reviendrait. Il y en aura peut-être même d'autres. Je tease un peu. Mais en attendant, évidemment, nos équipes respectives sont à l'écoute de tout le monde hein, pour si vous voulez en savoir plus sur les résultats complets. On sera ravis de vous raconter tout ça. Merci beaucoup à toi, Nikhil. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un vrai plaisir de partager les learnings avec ton équipe. Et merci beaucoup à toi, Hélène. On se voit très vite au bureau.
Merci Jérôme et merci encore Nikhil et Dailymotion pour cette super étude qu'on n'aurait pas faite sans vous. Merci Hélène, c'était un plaisir de collaborer avec toi sur cette étude. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un numéro spécial de VK sur la responsabilité, lourd et grand sujet. Je ne vous en dis pas plus, mais stay tuned, comme on dit. D'ici là, bel été, mettez de la crème solaire, hydratez-vous, mettez-nous des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et consommez des médias. Ciao.